Ceux qui traversent les mondes, livre 1, La colère. Auteur Muriel Gavila. Chapitre 11, Trahison. Sophia se réveilla une nouvelle fois fatiguée. Le même cauchemar hantait ses nuits depuis près d'une semaine. Elle se revoyait en classe avec d'autres enfants et malmenée par 3 de ses camarades dont le visage était recouvert d'un voile noir. Les sensations désagréables de solitude et de tristesse étaient plus que familières, mais pas tout le reste. Des bureaux en bois, un grand tableau noir recouvert de formules mathématiques qu'elle ne connaissait pas, et du carrelage rouge au sol. De grandes fenêtres sales renvoyaient un filet de lumière grisâtre, et tout cela ne lui disait absolument rien. « Ce n'est qu'un mauvais rêve, lui avait dit Raja. Les lieux de nos rêves sont imaginaires, un assemblage de symboles et de choses ramassées dans tes lectures ou dans les moments de ta vie. Le carrelage rouge doit signifier la colère, et la salle de classe ressemble à ces lieux humains décrits dans nos leçons. » Raja était perspicace et avait bien entendu raison. Mais Sophia avait la sensation qu'il y avait une autre signification à ce mauvais rêve. D'autant plus qu'elle ressentait bien moins de colère vis-à-vis de ses camarades et de Miss Tim depuis plusieurs semaines. L'Arche bleue la faisait se sentir aimée et entourée et avait mis fin à ce sentiment de rejet qui lui avait collé à la peau toutes ces années. Elle ne comprenait donc pas pourquoi cette tristesse persistait la nuit, comme s'il lui était impossible de s'en débarrasser. Malgré un nouveau réveil difficile, elle respecta une routine bien installée depuis près de 3 mois. Elle courut jusqu'aux cascades pour prendre le chemin de roche et atteindre l'une des grottes cachées par les trompes d'eau. Et elle appela son temple. À cette heure matinale, elle était la seule apprentie. Très vite, les autres allaient se succéder dans la minuscule grotte pour rejoindre le leur par le portail. C'était l'unique entrée qui menait au sanctuaire des élus, à la condition de les appeler en dessinant le pentacle dans la chute d'eau. Sauf pour les élus de la tristesse qui étaient déjà chez elle, à l'Arche bleue, et qui n'avaient qu'à pousser la porte de l'une des salles du grand dôme pour le rejoindre. La première séance du matin était réservée et dédiée à chaque émotion, et Sophia devrait alors bientôt rejoindre Raja et les autres Silly de la colère dans leur temple. Mais à cette heure matinale, elle était libre de voir Aniel dans celui de la sagesse. Aniel se trémoussa à son arrivée en poussant des petits jappements pour lui signifier à quel point il était heureux de la voir. Le gardien s'était fait de plus en plus doux à mesure que les jours avaient passé et que la colère et le mal-être de Sophia avaient diminué. Sophia en était heureuse, car Aniel semblait lui aussi aller beaucoup mieux. Sophia le gratifia de plusieurs caresses, puis ouvrit sa sacoche pour en sortir un nouveau livre. « C'est le 3e, dit-elle à son amie. La jeune élue avait décidé d'écrire son histoire et ses aventures pour les laisser en héritage aux prochaines Silly de la sagesse. Dans l'hypothèse où elle ne parviendrait jamais à lever le sort qui bloquait l'accès au savoir et aux histoires de son sanctuaire, ses sœurs d'âme pourraient au moins connaître son histoire à elle à travers ses quelques journaux intimes. Bien sûr, elle n'avait pas abandonné l'idée de mettre fin au sortilège et avait décidé de faire toutes les tentatives nécessaires au retour de la fête de Brida. Pour se préparer à ces nouveaux combats, elle avait commencé à recenser les pouvoirs qu'il lui fallait travailler en priorité pour vaincre la harpie. À l'évidence, la colère ne fonctionnait pas contre la colère. Elle devait donc révéler les autres pouvoirs liés aux autres émotions qui dormaient en elle et essayer de lister ceux qui avaient le plus de chances de fonctionner. Et ce fut par l'exposé de ce plan qu'elle remplit la première page de son 3e journal. Les 2 premiers livres avaient été douloureux à écrire, car elle y avait reporté les péripéties de son enfance, ainsi que le vol de ses pouvoirs naissants par Maestro et Oda. Ce 3e livre, elle l'écrivait enfin au présent, et cela la rendait heureuse. Elle ouvrit un des nouveaux livres qui était apparu dans le temple de Raja et des autres Silly de la colère pour perfectionner ses connaissances quant au pouvoir des émotions. Une page résumait les différents dons selon les émotions. La peur, l'invisibilité, les prémonitions et figer ou ralentir le temps, élément pierre. L'amour, la télépathie et la télékinésie, la guérison et la projection astrale. Élément eau. Le courage, une force et une rapidité surnaturelles, l'absence de douleur, élément végétal. La tristesse, la vision du passé, le bouclier de protection, l'élément terre. La colère, la manipulation de l'air et de l'électricité, élément air. La joie, la lévitation, l'influence des esprits, élément feu. La sagesse, tous les pouvoirs. Assurément, tous ces pouvoirs lui seraient utiles pour vaincre la harpie.
Sophia réfléchit alors pour décider quels seraient ceux qui lui donneraient le plus de chance. Mais à part les dons liés au courage, tous semblaient être des dons de défense et aucun d'entre eux ne lui permettrait de vaincre la créature, seulement de s'en protéger. À y réfléchir de plus près, la vision du passé pouvait l'aider à visualiser le sort lancé par les guides et peut-être pouvoir le lever. Soudain, une autre idée la traversa. La vision du passé pouvait aussi lui révéler qui étaient ses parents et bien d'autres choses encore. Sophia décida de se concentrer sur les pouvoirs liés au courage et à la tristesse. Il lui fallait trouver des élus pour l'aider dans son apprentissage. Katia et Inès lui avaient montré de la sympathie. Elle avait de bonnes chances de s'en faire des amis. Sophia referma le livre des dimensions de la lumière, caressa Aniel et sortit de son temple. Les 7 apprentis de la colère, plus Sophia, ainsi que les 7 tuteurs et tutrices étaient réunis au sein du temple de la colère. Tous étaient tranquillement adossés à une petite tornade, au milieu d'autres grandes tornades remplies de livres. Lorsque plusieurs élus étaient présents dans le temple, celui-ci changeait et se modifiait. Le problème que leur avait révélé Valéria était que le temple réagissait aux énergies et à l'état d'esprit de chacun. Les premières séances collectives avaient été difficiles, car les tornades changeaient de taille constamment selon les humeurs de chaque apprenti. Il avait fallu des heures de méditation collective pour harmoniser les énergies et les vibrations de chaque apprenti et stabiliser le temple. Depuis 2 semaines, il n'y avait presque plus de problème. Seule Sabine, la nouvelle élue de la colère du Mont-Serein, n'était pas parvenue à s'harmoniser complètement et continuait à être adossée à une tornade gigantesque. Chose étrange, Sabine était la plus enjouée de leur petit groupe et semblait donc la moins en colère de toutes. Mais la tornade immense qui l'entourait démontrait bien à quel point ses pouvoirs et sa colère étaient grands et qu'elle n'en avait la maîtrise qu'en apparence. Raja aimait beaucoup Sabine. Les 2 filles échangeaient constamment avec un débit de paroles identique. Elles parlaient tellement vite qu'on aurait dit qu'elles communiquaient en code, car pour le reste des élus, les mots jaillissaient bien trop rapidement pour les comprendre entièrement. Ce matin, nous allons travailler vos dons en lien avec l'énergie électrique, afin que vous appreniez à créer des clis. Les clis sont des boules d'énergie dangereuses si elles ne sont pas maîtrisées, mais les clis sont aussi des alliés puissants. C'était Elena, la tutrice de Sabine, qui s'exprimait. Comme vous le savez tous, Sabine rencontre encore quelques difficultés pour stabiliser son énergie, et elle a accepté ce matin de faire l'objet d'une démonstration de l'utilité des clis. Elena fit grandir sa tornade pour se mettre à la hauteur de son apprenti. « Suivez-moi et observez bien, dit-elle. » Tous les apprentis dont Sophia élevèrent leur tornade et se stabilisèrent avec plus ou moins de difficulté à la même hauteur qu'Elena et Sabine. L'opération prit un peu de temps et Elena dut attendre avant de commencer sa démonstration. Elena tendit ses bras vers Sabine et, sans la toucher, bougea ses mains dans un va-et-vient vers son apprenti, comme pour l'attirer à elle. Je cherche à me connecter à la colère de Sabine et à l'attirer vers moi. Assez rapidement, tous purent apercevoir un courant électrique se créer entre la poitrine de Sabine et sa tutrice. Elena changea alors son mouvement pour dessiner une boule et les courants électriques éclatèrent alors pour se transformer en une boule rouge. Un petit feu d'artifice venait de naître dans les mains d'Elena. Immédiatement, la tornade de Sabine diminua presque jusqu'à toucher le sol. Elena redescendit aussi, tenant toujours la boule d'énergie. Le reste du groupe suivit. Sabine éclata de rire, car sa descente avait été rapide et sensationnelle. Je viens de soulager Sabine d'un trop-plein de colère en créant un cli avec son énergie. Le soulagement est provisoire, car sans travail sur les sources de cette dernière, elle ne peut pas disparaître. Mais pour un petit moment, disons que je tiens une partie des émotions fortes de Sabine entre mes doigts. Sophia fut ébahie par cette démonstration. Ces clis étaient une bénédiction pour vaincre la harpie. Une fois maîtrisés, ils pourraient enlever de la colère et donc de sa force à la harpie. Quelle magnifique découverte! Vous pouvez créer les clis à partir de votre propre colère ou de celle des enfants humains que vous aiderez. Si vous créez ces boules à partir des enfants humains, vous les soulagerez provisoirement d'un trop-plein. Si vous les créez à partir de la vôtre, vous les aiderez à prendre conscience de la leur. Elena jeta alors le cli sur Bachir, l'élu des terres de feu, et sa tornade fit un bond gigantesque. Il lui fallut quelques minutes pour maîtriser à nouveau son énergie et rééquilibrer sa tornade. Il y a toutefois 2 précautions importantes à prendre. La première est de bien maîtriser la création de clis quand celui-ci est créé à partir d'un enfant humain.
Vous devez impérativement faire attention de ne pas absorber cette colère vous-même. Elle n'est pas la vôtre. Et si par mégarde vous incorporez la boule d'énergie, vous risquez une grande confusion dans vos émotions. Vous pouvez même perdre vos repères, voire votre identité. La seconde est de ne pas lancer le cli à un enfant humain sous l'effet de la colère, car vous pouvez le blesser, voire le tuer. L'intention est primordiale lorsque vous lancez votre cli. Une boule d'énergie peut devenir une arme et frapper si vous la lancez avec de mauvaises intentions. Chaque apprenti passa le reste de la matinée à pratiquer avec son tuteur la création des clis. Raja et Sophia effectuèrent leurs exercices avec Valeria tour à tour. Sophia sentait sa puissance croître et son mal-être disparaître. Et si l'envie de revoir Claudia, Maestro, Liam et Max était forte, elle redoutait de plus en plus de devoir quitter l'Arche Bleue où elle se sentait désormais chez elle. La fête de Brida approchait, et tous les membres des 3 ordres devaient s'y rendre pour se présenter les uns aux autres. Ce soir-là, Dana rappela d'ailleurs à tous les élus l'importance de cette fête. D'ici 10 lunes, nous nous mettrons en chemin pour assister à la grande fête de Brida où se réunissent toutes les communautés ainsi que les guides, les élus et les protecteurs. Vous serez présentés à tous les participants et nous vous encourageons à nouer des contacts avec tous les apprentis guides et protecteurs. Il est important que les 3 ordres de notre monde fonctionnent de manière harmonieuse et que nous apprenions les uns des autres. Vous pourrez donc assister à des présentations et des discussions avec les guides ainsi qu'avec les protecteurs. Vos tuteurs et tutrices tiendront aussi des petites assemblées pour présenter notre ordre à tous ceux qui le souhaitent. Ce sont des moments de partage très importants. Comme le veut aussi la tradition, les guides donneront leur oracle. Vous serez aussi du spectacle, car tous les apprentis feront des démonstrations de leur pouvoir et de leur apprentissage. Bien entendu, la fête accueillera aussi vos familles et tous les artisans des 7 communautés pour des échanges de produits et de services. Et plusieurs unions de couples entre communautés seront célébrées. Cette année, la fête de Brida aura lieu dans la communauté de la Mer des Rêves, juste à côté de la Grande Arène. Vous pourrez donc visiter le lieu sacré des protecteurs et profiter des plages et de la mer. Bien, tout cela étant dit, demain matin, nous commencerons à préparer votre petit spectacle. Cela sera une bonne occasion de tester vos apprentissages et vos pouvoirs. La fête de Brida est un moment important dans votre destinée d'élu, car elle marque aussi le début de vos missions dans le monde des humains. L'excitation provoquée par cette dernière annonce fut palpable dans la grande salle du dôme de l'Arche Bleue. Tous les apprentis attendaient de découvrir le monde des humains avec impatience. Dès notre retour, les Scillis de la Joie se chargeront de familiariser ceux d'entre vous qui ont reçu leur appel avec le monde des humains et vous effectuerez votre première mission. Solal, apprenti élu du courage de la communauté du fleuve Serpent et le plus téméraire des apprentis avec Inès, se leva. « Dana, comment sait-on si on a reçu l'appel ?» Les enfants humains se montreront à vous, d'abord à travers vos rêves, puis à tout moment. D'abord un seul, puis plusieurs, puis des centaines. Comme vous l'ont expliqué vos tuteurs, les émotions sont des énergies avec différents niveaux de vibration et donc différentes couleurs. Ces énergies ou ces couleurs, si elles ont la même vibration, s'attirent entre elles. Dans notre monde, celui des Scillis, ces vibrations sont harmonieuses et constantes, mais dans celui des humains, elles sont violentes et exacerbées. Si vous êtes bien aligné avec les vibrations de votre pouvoir, les enfants se montreront à vous. Solal remercia Dana et se rassit. Soudain, il se releva d'un bond. « Tu peux poser ta seconde question, lui dit Dana, un peu amusée. Si les émotions sont si fortes dans le monde des humains, pourquoi ne ressent-on que les vibrations de leurs enfants et pas celles des adultes ?» Dana fit alors un large sourire et se rapprocha de Solal pour lui poser la main sur l'épaule. « Quelle excellente question ! En fait, vous pouvez aussi ressentir les vibrations des émotions des adultes, et il y en a même qui vous appelleront. Mais votre vraie connexion ne se fera qu'avec les enfants. Pourquoi ? Tout simplement parce que les humains sont plus proches de la lumière et plus élevés énergétiquement lorsqu'ils sont enfants. Leur société est violente et disharmonieuse, dominée grandement par l'ombre. Au plus ils vieillissent, au plus ils s'éloignent de la lumière et donc de notre capacité à nous connecter à eux. Comme il vous l'a été expliqué, en aidant les enfants humains, nous participons à injecter de la lumière dans leur monde et à combattre, ou du moins à en équilibrer les forces. Maintenir cet équilibre et faire augmenter la lumière sont primordiaux, car même si nos mondes évoluent sur des plans différents, ils coexistent au sein de la lumière et sont reliés à elle. Elle est le point d'origine de tous les mondes. Celui des humains est juste, disons, un peu plus éloigné de la lumière que le nôtre. L'homme n'a pas conscience de sa place et se perçoit lui-même et son monde comme étant séparés des autres. Cette illusion constitue sa prison.
Comme nous tous, il doit évoluer et faire son ascension vers la lumière. Et en contribuant à son ascension, nous contribuons à la nôtre. Imaginez la lumière comme un cœur ou une boule remplie d'émotions. Le cœur bat, la boule rayonne et diffuse son énergie primordiale et se diffracte pour créer les mondes et les êtres. Ces mondes et ces êtres sont plus ou moins proches ou éloignés du cœur, mais tous doivent y revenir pour le faire battre à nouveau. Tel est le mouvement ou la respiration de la lumière. Raja se pencha vers Sophia et lui murmura à l'oreille. « Franchement, je suis heureuse que nous n'ayons pas aidé leurs adultes. Les adultes humains me révulsent. » « Ils ne sont peut-être pas tous comme celui qui nous a attaqués, » répondit Sophia. « Maestro admire certains d'entre eux, tu sais. »« Ouais, peut-être. En tout cas, on va le savoir très vite. » Sophia voulut répondre, mais une énorme vague de tristesse la submergea. Le souvenir vivace de Maestro lui volant ses pouvoirs envahit son esprit. Elle agrippa la table des 2 mains pour éviter de tomber sur le sol. « Que t'arrive-t-il » ? « Je ne sais pas, » répondit Sophia, les larmes aux yeux. « Tu es malade ?» Sophia reprit son souffle et desserra son emprise sur la table. « Je crois que c'est passé. Ça va, je vais mieux. »« Tu es sûre ? Veux-tu que j'appelle Julia ?»« Non, ça va aller. J'ai juste eu une montée de tristesse horrible. » Raja attrapa alors Sophia par le bras et la tira pour sortir de table. « Mais que fais-tu ? Je vais mieux, je te dis. »« Mais tu ne comprends pas, » dit alors à haute voix Raja. Puis voyant que tous la regardaient interloquée, elle se rassit aux côtés de Sophia et lui glissa doucement. Quelqu'un essaie de fouiller dans tes affaires, Sophia. Si nous nous dépêchons, nous pouvons découvrir qui souhaite te voler. Sophia comprit alors immédiatement et se leva pour suivre Raja. Les 2 amis marchèrent tranquillement jusqu'à la sortie du réfectoire, puis se mirent à courir. Arrivées au dortoir, elles décidèrent que Sophia irait directement au dernier étage avec l'aide de la bulle et que Raja vérifierait tous les dortoirs des émotions au cas où le voleur se serait caché dans l'un d'eux. Mais Sophia vacilla à nouveau et se raccrocha au bras de Raja. « À l'évidence, il est encore là, » chuchota Raja en supportant son ami avec autant de force qu'elle le pouvait. « Prends la bulle, je passe par les escaliers afin de le bloquer s'il tente de s'échapper. » Sophia se glissa avec difficulté dans la bulle, mais celle-ci ne bougea que d'un étage. Elle avait senti la forte tristesse de Sophia et n'avait pas voulu l'emmener plus haut. Sophia essaya de se contrôler. La bulle la conduisit enfin au dortoir des ciliés de la colère. Bien qu'encore chancelante, elle se dirigea jusqu'à la silhouette penchée sur son lit. « Arrête immédiatement » cria-t-elle. Mais à son grand étonnement, la silhouette ne lui obéit pas et continua ses assauts sur la bulle de tristesse qui entourait son lit. Sophia essaya encore de combattre la tristesse qu'elle ressentait et de puiser dans sa colère pour lancer une tornade sur son voleur. Et elle réussit. Le voleur vola et heurta alors le mur du dortoir. Sophia se rapprocha immédiatement pour l'identifier, mais Raja, qui venait de surgir dans le dortoir, la distança. « Sabine » prononça Raja. « Mais pourquoi ? Que fais-tu » La jeune apprentie se releva d'un bond et, en guise de réponse, convoqua une immense tornade qui souleva tous les lits, les tables de nuit et tous les objets présents dans le dortoir de la colère. C'était le chaos. Raja et Sophia virevoltèrent elles aussi et s'accrochèrent à tout ce qu'elles purent. Les vitres éclatèrent sous la force du vent ou des objets qui venaient les percuter. « Elle est folle » cria Raja qui venait de s'accrocher à une table de chevet, mais continuait à virevolter. « Elle va tout détruire, Sophia !» Sophia finit par s'agripper à l'encadrement d'une des fenêtres et cria à son tour à son amie. « Approche-toi de son lit et essaie de prendre ses affaires. »« Hein ? Son lit ? Ah oui, j'ai compris, mais c'est lequel son lit ?» cria à nouveau Raja. Les lits et les affaires volaient dans tous les sens. Il était plus que difficile de les suivre et surtout de repérer celui de Sabine. « Je ne sais pas, » répondit Sophia, « essaie-les tous !» Raja s'exécuta et lâcha la table de chevet à laquelle elle s'était agrippée pour se mêler à la tornade et tenter de toucher tous les lits qui volaient à sa portée. Au même moment, dans la salle des repas du grand homme, plusieurs des apprentis de la colère, chacun leur tour, furent frappés d'une vague énorme de tristesse qui les fit presque défaillir. Soudain, la tornade se calma puis cessa. Raja venait enfin de trouver le lit de Sabine et la jeune élue fut alors à son tour frappée par une vague de tristesse. La tempête stoppa. Sophia chuta, les 2 pieds bien posés sur le sol, courut vers Sabine tout en ordonnant à Raja de continuer à tenter de toucher le lit et de forcer sa bulle de tristesse. « Ne t'arrête surtout pas, essaie de toucher ses affaires. » Une fois arrivée devant Sabine, celle-ci releva la tête et la défia du regard. Un mélange intense de colère et de tristesse était lisible dans ses yeux. Mais cela ne fit pas reculer Sophia, qui continua de mettre son plan à exécution.
Sophia puisa alors dans la colère de Sabine pour lui voler son énergie et la concentrer dans un cli. Le cli formé était immense, bien plus gros que celui des exercices de la matinée. Mais tant que le regard de Sabine était empli de colère, Sophia pensa qu'elle ne pouvait pas arrêter. Bientôt, elle n'y lut que de la tristesse. Raja stoppa à son tour et les rejoignit. « Pourquoi? Je croyais que nous étions amis. » Sabine essuya ses larmes et son nez coulant et répondit simplement. « Je n'avais pas le choix. » « Ce n'est pas une réponse, Sabine, tu nous dois une explication. » Sophia, bien que très curieuse d'entendre la suite, fut obligée d'interrompre Raja. « Raja, je ne sais pas quoi faire du cli et j'ai peur de ne plus pouvoir le contrôler d'ici peu. Jette-le par la fenêtre. Mais s'il percute quelqu'un ou quelque chose. Rappelle-toi la leçon, il ne peut blesser que si tes intentions sont mauvaises. » Je ne sais pas, Raja, je crains quand même de blesser quelqu'un. Tu sais que j'ai du mal à maîtriser ou reconnaître ma colère, alors je ne peux pas garantir que mes intentions soient bonnes si je le jette comme cela. Peut-être. Attends, laisse-moi réfléchir. Puis Raja ajouta en direction de Sabine. « Toi, tu restes tranquille, on n'a pas fini de se parler. » Elle reprit alors pour Sophia. « Je sais, jette-le sur moi. »« Quoi ?» fit Sophia effarée. « Je suis ta meilleure amie, non? Alors il t'est impossible de vouloir me blesser. »« Mais tu es folle, je risque de te tuer. Tu as vu la taille de ce cli ?»« Elle a raison, elle risque de te tuer. » C'était Valéria qui venait de surgir dans le dortoir, alertée par la tristesse des apprentis de la colère. Le cli est beaucoup trop puissant et trop empli de colère pour être lâché tel quel dans la nature, ou pire, jeté sur toi. Je vais m'occuper du cli, et ensuite vous allez m'expliquer tout ce qu'il s'est passé sans omettre aucun détail. Valéria fit signe à Sophia de lui lancer le cli, et crut bon de lui préciser. Surtout, ne me le lance pas, passe-le-moi comme si tu m'en faisais cadeau. Sophia fit voler le cli vers Valéria avec la plus grande des précautions. La grande sœur de Raja l'attrapa, mais se mit à trembler de tout son corps pour finalement tomber à genoux. Raja se dirigea immédiatement vers sa sœur apeurée. « Je vais bien, reste où tu es, lui ordonna Valéria, avec une voix tremblante mais ferme. « Mais comment as-tu fait pour maîtriser pareille dose de colère ?» pensa Valéria en fixant Sophia. Le cli allait bientôt exploser entre ses mains et souffler tous les dortoirs. « Je ne vais pas y arriver seule, Sophia, j'ai besoin de toi. » Sophia se rapprocha de Valéria, laissant derrière elle Raja, fortement vexée que sa sœur ait refusé son aide et demandé à la place celle de son amie. « Je vais diviser le cli en deux pour en répartir la puissance et chacune va en intégrer une partie. Je n'ai pas le choix, tiens-toi prête. » Valéria savait qu'elle avait fait le bon choix entre Raja et Sophia. Sophia risquait de perdre la maîtrise de sa colère, mais elle supporterait sans aucun doute l'intégration du cli, vu sa puissance. Raja, elle, sa petite sœur, pouvait être tuée, et cela, elle ne pouvait pas le risquer. Sophia n'eut pas le temps de se préparer qu'une moitié du cli vint la frapper au cœur. Valéria n'avait pas pu patienter, car elle perdait le contrôle. Valéria intégra la seconde partie du cli. Raja observa son amie et sa sœur léviter, transpercées par des multitudes d'éclairs. Elle ne vit rien d'autre, car un troisième cli lancé par Sabine vint la frapper par derrière à son tour, et elle s'écroula. Raja ouvrit enfin un œil qu'elle referma cependant aussitôt. La lumière lui brûlait les yeux. Ses oreilles lui renvoyaient un sifflement aigu qui lui déchirait les tympans. Puis les sifflements s'estompèrent enfin et elle se risqua à battre des paupières pour s'accoutumer doucement à la lumière. Elle se frotta les yeux pour clarifier sa vision et finit par comprendre où elle se trouvait. Elle était allongée dans le lit de la salle des guérisons, entourée par Cybèle et Maya, deux Silly de l'amour. « Doucement, lui dit Maya, c'est trop tôt, ton corps a encore besoin de repos. » Maya refermant doucement les yeux de Raja et la fit sombrer à nouveau dans le sommeil. Maya sortit de la salle de guérison. À peine eut-elle franchi la porte que Sophia lui sauta dessus. « Est-ce qu'elle est réveillée? Est-ce qu'elle va bien ?»« Oui, elle s'est réveillée, mais elle a encore besoin de se reposer, nous l'avons rendormie. Mais elle va bien, Sophia, rassure-toi. » Maya vit la mine triste de la jeune élue. « Accompagne-moi dans le temple de l'amour pour cueillir quelques fleurs. Nous les apporterons à Raja. Elles l'aideront à se remettre sur pied rapidement. » Sophia suivit Maya à contre-cœur dans le jardin situé au centre du temple de l'amour. Il était tôt et la nuit avait été courte pour tous. Tout le monde avait dû ranger le dortoir et réparer les dégâts avant de pouvoir enfin dormir. Les leçons de la matinée avaient été annulées. Mais après avoir vérifié qu'aucune de ses affaires ne manqua et les avoir rangées dans son lit ainsi que celui de Raja, Sophia s'était précipitée devant la salle de guérison pour obtenir des nouvelles de son amie. Maya s'approcha de Sophia pour lui prendre la main, mais une décharge intense d'électricité la parcourut et la fit sursauter. La main de Maya était rouge, brûlée. «
Je suis désolée, Maya, j'aurais dû te prévenir. Je n'ai pas encore évacué toute l'énergie de la moitié de clis que Valéria m'a envoyée. Ce n'est pas grave, répondit Maya. Puis elle ferma les yeux et les rouvrit. Regarde, c'est déjà guéri. Et Maya retourna sa main blessée vers Sophia. En effet, cette dernière était redevenue rosée, sans plus aucune trace des brûlures. C'est aussi pour cela que je t'ai amenée ici. Valéria a eu le même problème et nous l'avons aidée cette nuit. Elle se repose désormais. C'est à ton tour maintenant. Puis elle se rapprocha de Sophia et reprit. Contrairement à Valéria, le pouvoir de guérison est déjà en toi. Sais-tu comment il fonctionne ? Oui, avoua Sophia. Julia me l'a montré une fois. Elle a très bien fait. Installe-toi ici et essaie de te guérir seule. Pendant ce temps, je vais confectionner une couronne de fleurs pour Raja. Sophia, n'oublie pas que les émotions qui te submergent et créent ce trop-plein d'électricité ne sont pas à toi, mais à ton amie Sabine. Ce n'est plus mon amie, grogna Sophia. Maya garda le silence quelques secondes, puis reprit. Amie ou pas, tu vas devoir faire face à la colère que tu as absorbée de Sabine et la guérir. Je ne suis pas loin, tu es en sécurité ici. Détends-toi et ne t'inquiète pas pour Raja, elle va bien et dort encore. Alors que Sophia entreprenait de se guérir, elle put voir et ressentir tout ce que Sabine avait vécu, et elle comprit non seulement les raisons de la colère de la jeune apprentie et sa force, mais aussi ce qui avait poussé son amie à les trahir, Raja et elle. Quand elle rouvrit les yeux, Maya était penchée sur elle avec 3 couronnes de fleurs très joliment tissées enroulées sur un de ses poignets. J'en ai fait 3, une pour Valéria, une pour toi et une pour Raja bien sûr. Ces fleurs seront de puissantes alliées pour finir votre guérison. Et toi, as-tu fini ? Mais avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Maya lui toucha la main. Je crois bien que oui, dit Maya dans un grand sourire. Regarde, je n'ai aucune brûlure. Sophia lui sourit à son tour, soulagée. Maya lui posa la couronne de fleurs sur les cheveux. Quand Sophia entra dans la salle de guérison, Raja venait à peine d'ouvrir les yeux. Tous les sifflements avaient disparu ainsi que la brûlure que le cli lui avait faite dans le dos. Sophia se jeta à son cou et pleura à chaudes larmes. Elle avait eu peur, très peur de perdre son amie, et la voir ainsi saine et sauve la submergeait de joie. « J'ai eu tellement peur de te perdre, Raja. Si tu savais, je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal, je te le promets. » Sophia serra si fort Raja qu'elle lui fit mal. « Doucement, je ne peux plus respirer. » Sophia desserra son étreinte, mais ne quitta pas les bras de sa meilleure amie en répétant sa promesse plusieurs fois. « Je te crois, dit Raja, et regarde, je vais bien. Le cli de Sabine ne m'a pas beaucoup amoché. Je suis plus forte qu'elle ne le pensait. » Elle n'a pas voulu te blesser, tu sais. Quoi ? Elle m'a frappée par derrière, la traîtresse. Oui, mais crois-moi, elle ne voulait pas te faire de mal. Qu'en sais-tu, vous l'avez attrapée ? Non, pas encore. Les tuteurs la cherchent et on la retrouvera bientôt. Elle doit avoir peur toute seule. J'hallucine, tu t'inquiètes pour elle ? Oui, elle est toute seule, sans personne pour l'aider, et elle doit avoir honte, la pauvre. Allô la lune, ici la terre. Tu t'inquiètes pour Sabine ? Je te rappelle qu'elle a essayé de te voler tes affaires et qu'elle nous a attaqués. Sophia, tu as reçu un coup sur la tête, ma parole. Sophia regarda son amie, explosa de rire, puis elle lui expliqua enfin. Pardon, c'est vrai que je dois te sembler bizarre, mais en absorbant la colère de Sabine, j'ai compris pourquoi elle avait agi ainsi. Pourquoi elle voulait te voler ? Non, pas exactement. J'ai juste compris pourquoi elle était tant en colère, et tu sais, elle n'a pas eu une enfance facile. Que veux-tu dire ? Eh bien, j'ai vu pas mal de choses. Je n'ai pas pu voir les personnes qui lui ont fait du mal, mais je sais par exemple qu'elle n'a pas voulu me voler, mais a été obligée de le faire par une femme. Tu sais qui ? Non, je ne voyais que des silhouettes qui entouraient Sabine. Raja réfléchit, puis répliqua. Peu importe, elle l'a fait. Elle aurait pu refuser ou venir nous voir. Après tout, on était amis. J'ai bien peur que ce soit plus compliqué que cela. Savais-tu qu'un humain avait tué la grande sœur de Sabine quand elle était petite ? Quoi ? Non, avoua Raja. Comment a-t-il fait ? Comment le sais-tu ? Je croyais que tu ne voyais que des silhouettes avec des émotions. Oui, mais dans les images qui me sont venues à l'esprit, cette silhouette-ci était différente. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai senti. J'ai compris que c'était un humain qui avait pu franchir les voiles. Et je crois que c'était la faute de Sabine. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, car ce sont sa sœur et elle qui ont ramené l'humain dans notre monde. Je l'ai vue et j'ai senti à quel point Sabine se sent coupable. Je ne savais pas, je ne me doutais pas. Elle n'en a jamais rien dit. Comment aurais-tu pu, Raja ? Lui répondit tendrement Sophia. Personne ne pouvait savoir. Je déteste les humains, grogna alors Raja en serrant les poings. Je te comprends, mais rappelle-toi que nous ne connaissons encore rien d'eux. La mauvaise expérience que nous avons eue et le drame de Sabine nous dit juste que certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Il n'y a pas que cela, Sophia. Tu oublies vite la prophétie d'Anna et le combat que nous allons devoir mener contre eux. Je crois, moi, qu'ils sont tous dangereux et je ne comprends pas ce que nous faisons ici à attendre qu'ils viennent nous tuer et pourquoi nous devons aider leurs enfants. Sophia ne sut plus quoi répondre.
En fait, elle commençait à penser exactement la même chose. Seules les histoires de Maestro sur de bons et sages humains lui laissaient entrevoir un monde des hommes pas totalement mauvais. Où est Sabine, tu crois demanda Raja désormais compatissante. Je ne sais pas, j'espère qu'elle va bien et qu'on la retrouvera bientôt. Les Silly de la Terre la cherchent ainsi que Dana et plusieurs tuteurs. Je l'espère aussi et j'espère qu'on va retrouver par la même occasion la femme qui l'a poussée à nous trahir. Mais j'y pense, que cherchait-elle dans tes affaires? Ça je le sais, je l'ai clairement vu, c'est la pierre de lune qu'elle cherchait. Quelle pierre de lune? Tu as une pierre de lune? Mais je croyais qu'elles avaient toutes disparu. Sophia lui montra la petite pierre de lune qui pendait à son cou et qu'elle gardait bien cachée depuis des mois. Et elle lui expliqua qu'elle l'avait eue de Maestro et comment Maestro l'avait trouvée. C'est dingue, je ne l'ai jamais aperçue. Je l'avais oublié et je ne pensais pas que cela était si important, dit Sophia. Mais apparemment, cette pierre suscite la convoitise. La vraie question pour moi est comment Sabine ou cette femme savait-elle que je l'avais? Maestro en a sûrement parlé à quelqu'un, un guide. Je ne crois pas, cela ne ressemble pas à grand-père. Alors je ne sais pas. C'est un nouveau mystère à résoudre, répondit Raja. Les deux amis discutèrent encore un peu, puis finirent par s'endormir côte à côte. Sophia était épuisée et le corps de Raja réclamait encore du repos pour achever sa guérison. Elles prirent leur repas toutes les deux en salle de guérison, puis Sophia dut rejoindre seule le dortoir. Sophia fit encore le même cauchemar, avec la salle de classe aux vitres sales et aux carreaux rouges. Les images et sensations avaient été plus violentes cette fois-ci, car plusieurs des élèves de son rêve l'avaient injuriée et l'un d'eux l'avait même poussée. Elle était restée immobile, apeurée et honteuse. Et elle s'était réveillée en colère contre la terre entière, mais surtout contre elle-même de n'avoir pas réagi. Ce n'était qu'un rêve, et bien entendu dans la réalité elle se serait défendue, comme elle l'avait fait avec Sabine. Mais les émotions de peur et la honte ne l'avaient pas quittée depuis son réveil. C'est pourquoi elle avait été si heureuse de voir à quel point tous ses camarades avaient accueilli Raja avec beaucoup de tendresse quand elle avait réintégré leur classe. Son rêve n'avait aucune chance de devenir réel, ici à l'Arche Bleue, pensa-t-elle. Elle devait cesser d'avoir peur de ses camarades. Valéria accompagna sa petite sœur jusqu'à sa tornade avec un large sourire puis commença la leçon du matin. Nous partons dans quelques jours et nous devons donc préparer le spectacle que nous donnerons lors de la fête de Brida. Vous souvenez-vous de la démonstration qui vous a été faite le soir de votre arrivée par nous les tuteurs et tutrices? Tous les élus hochèrent de la tête. Bien, tant mieux, car c'est le même spectacle que vous devrez reproduire lors de la fête de Brida avec un final un peu différent. À ce stade de votre apprentissage, vous devez normalement avoir développé assez de pouvoir pour réussir les petits tours que nous vous avons montrés. Valéria jeta un œil interrogateur à tous les tuteurs et tutrices qui lui confirmèrent les capacités de leurs apprentis. Bien, nous allons donc nous y mettre. Chaque élu démontra en effet qu'il avait les pouvoirs nécessaires, mais combiner leurs pouvoirs pour créer une tornade conjointe et la maîtriser ensemble fut une autre affaire. Néanmoins, après 2 bonnes heures d'exercice avec l'aide de leur tuteur, ils y parvinrent enfin. Valéria mit fin à la répétition, satisfaite et annonça. Demain, nous nous joindrons aux autres élus pour travailler les clis. Nous ne pouvons pas les travailler seulement entre nous, car nous avons besoin de puiser dans la colère de vos camarades pour le faire. Car si vous créez les clis à partir de votre propre colère, vous risquez d'amenuiser vos pouvoirs et de ne plus maîtriser la tornade. Et si vous puisez dans la colère de vos tuteurs, nous risquons de ne plus pouvoir contrôler vos erreurs éventuelles. Le fait de puiser dans la colère de nos camarades ne va-t-il pas diminuer aussi leur pouvoir? Demanda Flore. Non, il n'y a pas de risque, car les élus des autres émotions ne puisent pas dans leur colère pour leur pouvoir propre. Et de toute façon, lors du vrai spectacle, vous ne puiserez pas dans la colère de vos camarades, mais dans celle des Silly spectatrices. Mais on a le droit de faire cela? Demanda à nouveau Flore. Oui, et ils s'attendront même à ce que vous le fassiez, répondit Valéria avec un grand rire. Ils seraient déçus si vous ne le faisiez pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils nous apprécient tellement, car pour un temps, vous les débarrassez de toute leur colère et ils pourront ainsi profiter pleinement de la fête et des échanges. C'est grâce à cela que Brida est une fête si célèbre. De la même manière, les élus de la joie puiseront et renforceront la joie de l'Assemblée en fin de spectacle. C'est ce que nous avons fait pour vous à votre arrivée à l'Arche Bleue, afin que vous vous y sentiez bien dès le premier soir. Tous les élus furent surpris par ces révélations. Les journées qui suivirent et précédèrent le départ furent consacrées à l'harmonisation des pouvoirs des apprentis et aux répétitions du spectacle. Raja et Sophia se renseignaient tous les jours sur les recherches menées pour retrouver Sabine, mais malgré tous les efforts déployés, elle restait introuvable. Un message avait été envoyé à tous les villages de Silly alentour, mais aussi à toutes les communautés au-delà des portails.
La veille du départ, l'excitation remplissait les dortoirs de plaisanteries, de rires et de cris. Personne n'aperçut donc Valéria venir chercher Sophia. Sophia la suivit jusqu'à la grande salle des 2 astres de lumière. La grande porte s'ouvrit enfin, mais à la place de la grande prêtresse, Sophia fut choquée de voir 2 humains sortir de la grande salle. Sophia les dévisagea longuement et ces derniers firent de même. C'était la seconde fois qu'elle en voyait d'aussi près. De plus petite taille que les Scilly adultes, les humains avaient aussi une aura différente, qui ne pouvait pas être confondue avec celle d'une Scilly. La femme fit un pas vers elle et Sophia recula immédiatement. « N'aie pas peur, dit-elle, je ne te veux pas de mal, dit la femme en avançant sa main pour toucher Sophia. Mais Sophia recula à nouveau d'un pas pour mettre encore de la distance entre elle et les 2 humains. Cependant, elle avait atteint le mur et était bloquée. La femme stoppa tout mouvement, voyant l'effroi et la surprise de la jeune Scilly. « Tu es Sophia, n'est-ce pas ?» Sophia, choquée encore une fois que 2 humains puissent connaître son nom, ne répondit rien. « Bien sûr que tu es Sophia, je t'aurais reconnue entre 1000, que tu es belle, tu ressembles tellement à... » « Arrête, la coupa l'homme. Souviens-toi de ce que nous a dit Dana. » La femme se tut aussitôt, mais elle s'avança sans prévenir vers Sophia et lui prit la main. « Bientôt, dit-elle en lui souriant avec beaucoup d'amour. » L'homme retira la main de la femme et la tira doucement à lui. « Excuse-nous, Sophia, je m'appelle Christian et voici Nicole. Nous devons partir, mais nous espérons te revoir bientôt. » À son tour, l'homme sourit avec beaucoup de tendresse à Sophia, puis les 2 humains s'en allèrent pour laisser Sophia seule. La Scilly de la sagesse se rassit et des dizaines de questions tournaient dans sa tête quand Dana franchit à son tour la grande porte. « Tu es déjà là, Sophia ? Parfait. Entre, mon enfant. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Dana ouvrit la porte en grand et invita Sophia à entrer. Au centre de la salle et du soleil dessiné au sol, un vieil homme lui tendait les bras. Sophia reconnut immédiatement son grand-père. La petite fille et son grand-père ne purent cependant pas s'enlacer, car il ne s'agissait que de la projection astrale de Maestro. « Dans quelques jours, je pourrai enfin te serrer dans mes bras, ma petite lune. »« Comme tu le vois, Maestro, je ne t'ai pas menti. Sophia est en pleine forme, dit Dana. »« Comment vas-tu » demanda Maestro. « Je vais bien, grand-père, et toi » répondit Sophia heureuse. « Je vais bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois rejoindre la confrérie des guides pour préparer la lecture des oracles que nous donnerons lors de la fête de Brida. Je voulais cependant te parler avant que vous ne preniez la route pour rejoindre la grande arène. Je voulais te préparer à ton audition par les guides. » Sophia n'y avait plus pensé. Depuis qu'elle avait réussi seule à récupérer le livre qui contenait la prophétie d'Anna et qu'elle savait qu'ils avaient bridé ses pouvoirs et bloqué son temple, les guides ne l'intéressaient plus et elle ne comptait en aucun cas sur eux. Alors elle avait eu vite fait d'oublier ce rendez-vous avec eux. « Assois-toi, Sophia, lui proposa Dana. « Je vois bien que cette idée ne te réjouit pas, lui dit son grand-père. Mais cette entrevue est plus importante que tu ne le crois. Si tout se passe bien, nous pourrons obtenir qu'il lève le sortilège qui bloque ton temple. Mais ce n'est pas tout. Si les guides te jugent digne de confiance, cela pourrait aussi me permettre d'accéder à la fonction de grand guide. » Devant les yeux interrogateurs de Sophia, Maestro expliqua. « Odin, notre grande guide, nous a annoncé qu'elle se retirait et son successeur sera élu lors de la fête de Brida. Après une longue réflexion et avec les encouragements de Dana, j'ai décidé de me présenter et de me soumettre à la confiance de mes frères et sœurs. Être élu me permettrait de renforcer les liens entre les ordres et de nous préparer au temps sombre qui s'annonce. »« Je comprends, » répondit simplement Sophia. « Que dois-je faire ?»« Les guides vont te poser plusieurs questions et il te suffira d'y répondre avec la plus grande honnêteté. Si tu mens ou caches quelque chose, ils le sauront. Mais concernant, tu sais, tu nous as demandé de garder le secret. Tu peux parler librement devant Dana, petite lune. Tu nous as demandé de garder pour nous ce que contient le livre de la prophétie. C'est vrai. Mais je vais de ce pas en informer les guides, ce qui fait que tu n'auras pas à mentir sur ce sujet et sur aucun autre. »« D'accord, grand-père, cela me semble simple. » Dana intervint alors. « Je serai présente et m'assurerai que notre ordre soit respecté et que tu le sois aussi, Sophia. Aucun guide n'a le droit de te maltraiter ou de te faire rompre ton serment envers ton ordre. Je m'assurerai que cette audition respecte l'indépendance, le secret et la dignité de notre ordre pour lequel les Scilly de la sagesse sont les plus sacrés. Si tu as un doute, tu n'auras qu'à me solliciter et j'interviendrai. »« Bien entendu, chère Dana, prêtresse de l'ordre des élus, répondit Maestro avec respect. L'ordre des guides te remercie d'avoir donné ton accord pour cette audition particulière, qui, je l'espère, permettra de mettre fin aux doutes et peurs de mes frères et sœurs sur les Scilly de la sagesse. » Dana et Maestro regardaient maintenant Sophia pour l'inviter à réagir. « C'est clair, dit Sophia en se levant d'un bond. Cependant, à quelle décision cela mènera-t-il ? Les guides accepteront-ils de lever le sortilège sur mon temple après cette entrevue ? C'est fort possible, oui, Sophia, répondit Maestro.
Mais cela ne sera confirmé qu'après l'élection du nouveau grand guide. Aucune décision ne sera prise avant. Et si je suis élue, il ne subsiste que peu de doutes sur la levée prochaine du sortilège. Je t'ai promis de t'aider à trouver tes origines, mais aussi à percer le secret de la destinée des cilices de la sagesse. La malédiction de Minerva, dit Sophia tout haut. Ce n'est pas une malédiction, intervint fermement Dana. Puis elle s'arrêta net. Elle ne pouvait pas risquer d'en dire plus avant la fête de Brida. Sois patiente, se dit-elle. Qu'en savez-vous demanda Sophia. Mais Dana garda le silence malgré les regards intensément interrogateurs de Maestro et de Sophia. Elle finit par répondre. Aucune malédiction ne peut être portée par des élus de la lumière. Et aucune malédiction n'existe dans le monde des Scilly. Nos destinées dépendent de nous, et de nous seuls, et du chemin que nous parcourons vers la lumière ou l'ombre. Les croyances liées aux malédictions sont dignes des humains. Maestro sembla un peu déçu par la réponse de Dana, car elle soupçonnait que son amie n'eût pas dit tout ce qu'elle savait. Mais il acquiesça aux paroles de la grande prêtresse par un hochement de tête et un sourire à sa petite fille. « Je dois partir, dit Maestro. Je vous reverrai dans quelques jours. Faites bon voyage. Et n'ayez crainte, Brida ne nous apportera que de la joie et permettra de recouvrer l'amitié et l'harmonie entre nos ordres. » La projection astrale du guide s'évanouit lentement, laissant seuls les deux élus. « N'aie aucune inquiétude sur tout cela, Sophia. Nous parlerons longuement toutes les deux au retour de Brida. » Dana se tenait devant Sophia et avait posé ses mains sur ses épaules. « Bien, si tu n'as pas de questions, va dormir. Demain sera une longue journée de marche. » Sophia s'avança vers la grande porte, se retourna soudainement et posa les seules questions qui lui brûlaient les lèvres. « Dana, qui sont les deux humains que j'ai vus? Et pourquoi sont-ils autorisés à venir dans notre monde? Et plus encore à l'Arche Bleue? Et pourquoi connaissaient-ils mon nom ?» Dana, qui était de dos, fut choquée par ces questions et grimaça sans que Sophia s'en aperçût. La grande prêtresse ne se retourna pas, respira profondément et répondit à la jeune élue. « Je ne peux rien te dire encore ce soir, Sophia, mais je te promets que tu auras la réponse à ces questions à notre retour. » Sophia fixait intensément le dos de la grande prêtresse, les poings serrés. Des larmes commençaient à se dessiner au creux de ses yeux. C'étaient des larmes de frustration et d'injustice. Elle allait devoir répondre à toutes les questions des guides du haut de ses 13 ans, alors que ses connaissances se limitaient à son enseignement ici à l'Arche Bleue. Et eux, les adultes, l'empêchaient de trouver des réponses à ses questions ou refusaient encore de lui répondre. Dana sentit la frustration et la tristesse de sa jeune apprentie. Elle se retourna et ajouta doucement mais distinctement. « J'en fais le serment devant la lumière, Sophia. Tu auras les réponses à tes 3 questions et bien plus encore. » Sophia regarda Dana droit dans les yeux et répondit calmement. « Et la lumière s'en souvient, grande prêtresse. » Puis elle sortit sans ajouter un mot. Fin du chapitre 11. Retrouvez tous les autres chapitres en podcast sur ceuxquitraversent-les-mondes.fr et commandez dès à présent le livre 1 en format Kindle ou broché sur Amazon. À très bientôt.